Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Khadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Tu t'attendais à quoi, grande gueule, hein? Que le Seigneur s'amène sur son cheval blanc, bournouse au vent, pour croiser le fer avec ses avortants? Nous sommes sa colère, fulmina-t-il. Son cri fit l'effet d'une déflagration dans le café. On entendit juste quelques gossiers déglutir. Malik essaya de soutenir le regard de Yacine, mais ne put empêcher ses pommettes de tressaillir. Yacine se frappa la poitrine avec le plat de la main. Nous sommes la colère de Dieu, dit-il sur un ton caverneux. Nous sommes ces oiseaux d'Ababil, ces foudres et ces coups de gueule. Nous allons foutre en l'air ces salopards de Yankees. Nous allons leur marcher dessus jusqu'à ce que leur merde leur saute par les oreilles, jusqu'à ce que leur calcul leur gicle par le cul de trou. C'est clair? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris où est la colère de Dieu, petit con? Elle est là, elle est en nous. Nous allons reconduire ces démons en enfer, un à un, jusqu'au dernier. C'est aussi vrai que le jour se lève à l'est. Yacine traversa la salle pendant qu'on lui cédait fébrilement le passage. Ses yeux dévoraient le blasphémateur. Son souffle rappelait celui d'un python progressant inexorablement sur sa proie. Il s'arrêta devant Malik, nez contre nez, plissa les paupières pour concentrer les feux de son regard. Si jamais je t'entends douter une seule fraction de seconde de notre victoire sur ces chiens enragés, je jure devant Dieu et les gars qui sont réunis ici que je t'arracherai le cœur de ma main nue. Kadam me tira par un bout de ma chemise et de la tête me fit signe de le suivre dehors. Il y a de l'électricité dans l'air, me dit-il. Yacine s'écriait un fusible. 10 camisoles de force ne le retiendraient pas. Kadam me tendit son paquet de cigarettes. Non merci. Mais si, insista-t-il, ça va te changer de l'air du temps. En cédant, je m'aperçus que ma main tremblait. Il me fout les jetons, avouai-je. Kadam m'offrit le feu de son briquet avant d'allumer sa cigarette. Il renversa la tête en arrière et souffla sa fumée dans la brise. Yacine est un tocard, dit-il. À ma connaissance, rien ne l'empêche de sauter dans un autocar et d'aller guerroyer à Bagdad. À la longue, son numéro va finir par lasser, sinon par lui attirer de sérieux ennuis. On va chez moi? Pourquoi pas? Kadam habitait une petite maison en pierre au dos de la mosquée. Chez ses parents, un couple de vieillards valétudinaires. Il me fit monter dans sa chambre, au premier. La pièce était grande et bien éclairée. Il y avait un lit à 2 places, cerné de carpettes, une chaîne stéréo made in Taiwan, qui paraissait naine au milieu de 2 grosses enceintes acoustiques, une commode flanquée d'une glace ovale et une chaise rembourrée. Dans l'encoignure, près de la porte érigée sur une toison de bélier battue en neige, un lout, le roi des orchestres orientaux, le plus noble et le plus mythique des instruments de musique. Celui-là même qui élevait ses virtuoses au rang de divinités qui transformait en Olympe d'interlopes tripaux. Je connaissais l'histoire rocambolesque de ce luth, fabriqué par le grand-père de Kadam en personne, un musicien hors pair qui fit le bonheur des kérotes dans les années 40, avant de conquérir Beyrouth, Damas, Amman et de devenir une légende vivante du Mashraq au Maghreb. Le grand-père de Kadam avait joué pour les princes et les sultans, les raïs et les tyrans, ensorcelé femmes et enfants, maîtresses et amants. On racontait qu'il fut la cause d'innombrables conflits conjugaux dans les milieux huppés arabes. D'ailleurs, ce fut un capitaine jaloux qui lui logea 5 balles dans le buffet à Alexandrie, alors qu'il se produisait sous les lumières tamisées de Cléopâtre, le club le plus branché de l'époque, à la fin des années 50. En face du luth, comme pour se livrer à un permanent trafic d'influence, un cadre sculpté trônait sur la table de chevet, exposant la photo de Faten, la première épouse de mon cousin. Elle était belle, n'est-ce pas? Dit Kadam en accrochant sa veste à un clou. Elle était très belle, reconnus-je.
Ce cadre n'a jamais bougé de sa place. Même ma deuxième épouse l'a laissé où elle l'a trouvé. Ça l'a gênée, c'est sûr, mais elle s'était montrée compréhensive. Une seule fois, la première semaine de notre mariage, elle avait étendu la main sur lui pour le retourner. Elle n'osait pas se déshabiller avec ce regard immense posé sur elle. Puis, petit à petit, elle avait appris à cohabiter avec thé ou café. Thé. Je descends t'en chercher. Il douboula l'escalier d'une traite. Je m'approchai du cadre. La jeune mariée souriait, les yeux aussi grands que la fête derrière elle, son visage radieux plantait l'ensemble des lampions alentour. Je me rappelle lorsque, adolescente, elle sortait avec sa mère faire des courses. On se dépêchait de faire le tour des maisons pour la regarder passer. Elle était sublime. Kadam revint avec un plateau. Il posa la théière sur la commode et entreprit de nous verser 2 verres de thé fumant. Je l'avais aimé dès que je l'avais vu. Me surprit-il. Kafkaram, on ne parlait jamais de ces choses-là. Je n'avais pas 7 ans. À cet âge-là, sans réelle anticipation, je savais que nous étions faits l'un pour l'autre. Il poussa un verre dans ma direction, les yeux débordant d'évocations splendides. Il était sur un nuage, le sourire vaste et les sourcils défroncés. À chaque fois que j'entendais jouer du luth, je pensais à elle. Je crois bien que j'ai voulu devenir musicien, juste pour la chanter. C'était une fille épatante, généreuse et d'une humilité. Avec elle à mes côtés, je n'avais besoin de rien d'autre. Elle était plus que tout ce que je pouvais espérer. Une larme menaça de lui rouler sur les cils. Il se détourna aussitôt et feignait d'ajuster le couvercle de la théière. « Bon, fit-il, si on mettait un peu de musique. »« Excellente idée, approuvai-je soulagé. Il farfouilla dans un tiroir et en sortit une cassette audio qu'il glissa dans la chaîne stéréo. « Écoute-moi ça. » C'était du nouveau Fayrouz, la diva du monde arabe, interprétant son impréciable « Passe-moi la flûte ». Kadam s'étendit sur son lit, croisa les pieds et, le verre de thé au poing, il s'exclama « Purée ! Aucun ange ne lui arriverait à la cheville. Ce n'est pas une sirène qui chante, c'est les souffles cosmiques qui se délectent de son éternité. » Il se hissa sur un coude pour me dévisager, son regard me traversait de part et d'autre, comme si j'étais transparent. Il écouta encore et encore dans un état extatique. « Tu te rends compte? Si je devais mettre une voix sur la rédemption, ce serait celle de Fayrouz. Et l'entendre comme je l'entends à cet instant précis, savourer sa voix jusque dans ses moindres frémissements, c'est vouloir, en même temps, vivre 1000 ans et mourir sur le champ. » Nous écoutâmes la cassette jusqu'au bout, chacun dans son petit univers, semblable à deux mioches perdus dans leurs songes. Les bruits de la rue et le piaillement des marmots ne nous atteignaient pas. Nous voltigions parmi les volutes des violons, loin, très loin de Kafkaram, de Yassine et de ses excès. Le soleil nous inondait de ses bienfaits, nous couvrait d'or. Dans son cadre, la défunte nous souriait. À un moment, je crus la voir bouger sous sa bière. Kadam se roula un joint et têta dedans avec délectation. Il riait silencieusement, parfois cadençant d'une main languissante le souffle inaltérable de la cantatrice. Au détour d'un refrain, il se mit à chanter, lui aussi, la poitrine palpitante. Il avait une voix magnifique. « Quand me feras-tu entendre les sirènes de Bagdad ?» Il souleva un sourcil et me pointa du doigt. « Tu ne lâches pas prise, toi, hein? Tu m'avais promis. » Il se reversa sur un coude et me dit « Je te ferai écouter le temps venu. » La cassette finie, il enclencha une autre, puis une autre, des anciennes chansons d'Abdelhaim Hafez à celles de Abdel Wahab, en passant par Ayam Younes, Najat et d'autres gloires éternelles du Tarab el-Arabi. La nuit nous surprit complètement sourds de joie et de chant. La télé que Sayed avait offerte aux désœuvrés de Kafkaram se révéla être un cadeau empoisonné. Elle n'apporta au village que tapage et discorde. Beaucoup de familles disposaient d'une télé, mais à la maison, avec le père sur son trône et l'aîné à sa droite, on gardait ses commentaires pour soi. Au café, cela se passait différemment. On pouvait conspuer, débattre à bâton rompu, échanger d'avis au gré des sautes d'humeur. Sayed avait frappé dans le mille. La haine était aussi contagieuse que le rire.
Les débats dérapaient, creusant le fossé entre ceux qui étaient au saphir pour se divertir et ceux qui s'amenaient pour s'instruire, et ce furent ces derniers qui imposèrent leur façon de voir. On s'est mis à suivre pas à pas, tous ensemble le malheur national, les sièges de Fallujah, de Passoura, et les raids sanglants sur les autres villes du pays brassé large. Les attendants horrifiés, un instant, enthousiasmés le plus souvent. On ovationnait les embuscades réussies, on déplorait les escarmouches qui avaient mal tourné. La capture de Saddam enchanta l'assistance dans un premier temps avant de la frustrer. Le raïs, piégé comme un rat méconnaissable, avec sa barbe de clodo et son regard hébété, exposait triomphalement et sans vergogne aux caméras de la planète, était, aux yeux de Yassine, le plus grave affront fait aux Irakiens. C'est un monstre, lui rappelait tant. Oui, mais un monstre de chez nous, rétorquait Yassine. Et en l'humiliant de cette façon, on jetait l'opprobre sur les Arabes du monde entier. On ne savait plus par quel bout prendre les événements, quel attentat était une prouesse et quel autre relevait de la lâcheté. Ce qui était vilipendé la veille se retrouvait encensé le lendemain. Les avis s'entrechoquaient dans d'invraisemblables surenchères. Ils devenaient de plus en plus fréquents d'en venir en main. La situation dégénérait et les anciens refusaient d'intervenir publiquement, chacun préférant briefer son garnement chez lui à la maison. Kafkaram subissait les plus graves malentendus de son histoire. Les silences et soumissions cumulées à travers les âges et les régimes despotiques remontaient à la surface, pareil aux cadavres enfouis dans la vase du fleuve et qui, las de croupir au fond des eaux troubles, remontent en surface, choquer les vivants. Yassine et sa bande, les jumeaux Hassan et Hossein, Salah et le gendre du ferronnier, Adel et Bilal, le fils du barbier, disparurent et le village connut une relative quiétude. 3 semaines plus tard, la station de pompage désaffectée, qui se délabrait à une vingtaine de kilomètres de Kafkaram, fut incendiée par des inconnus. On rapporta qu'une patrouille de police irakienne aurait été attaquée et qu'il y aurait eu des morts parmi les forces de l'ordre. 2 véhicules détruits et des fusils emportés par les agresseurs. La rumeur se chargea d'élever l'embuscade au rang de fait d'armes. Dans les rues, on se mit à parler de groupes furtifs entrevus ça et là, à la faveur de la nuit, jamais suffisamment approchés pour être identifiés et capturés. Un climat de tension tint les esprits en alerte. Tous les jours, on attendait de nouvelles du front qui venait, supposait-on, de jeter les amarres dans les parages. Un soir, pour la première fois depuis l'occupation du pays par les troupes américaines et leurs alliés, un hélicoptère militaire survola à 3 reprises le secteur. Il n'y avait plus de doute désormais, il se passait des choses dans la région. Au village, on se prépara au pire. 10, 20 jours, un mois, rien à l'horizon, ni convoi, ni mouvement suspect. Comme aucune descente musclée ne cibla le village, les gens décompressèrent. Les anciens reprirent leurs anciennes chez le barbier. Les jeunes leur chahut au saphir, et le désert retrouva sa nudité rasante et son infinie platitude. Tout sembla rentrer dans l'ordre.